Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Thierry, bienvenue sur le podcast. Bienvenue. Est-ce qu'on peut commencer par une petite description d'abord de qui tu es, et puis aussi de la ferme où tu travailles? Donc, je m'appelle Thierry Roumejon, j'ai 53 ans. Je suis installé depuis 1994, donc j'ai repris l'exploitation de mes parents après une formation. En fait, j'ai un BTS production animale, puis un certificat de spécialisation que j'ai fait après en compta informatique. J'avais travaillé un peu à l'extérieur avant. Donc le cheptel à ce moment-là était constitué, c'était un mix, il y avait beaucoup de croisés, d'animaux croisés, quelques aubracs. Donc pour situer après au niveau géographique l'exploitation, donc on est dans la haute vallée du Tarn, on n'est pas très loin des sources. Une partie de l'exploitation est dans le parc national des Cévennes, en zone centrale, le reste en zone périphérique. Donc c'est une région assez montagneuse puisque les terres sont de 850 à 1400 mètres d'altitude, avec beaucoup de surface parce que c'est un système très extensif, donc il y a 360 hectares au total. Donc pour un cheptel de, j'allais dire, seulement 36 mères aujourd'hui, avec la suite, c'est-à-dire 12 génisses de 2 ans et 12 génisses de 1 an, plus quelques mâles reproducteurs. Donc la particularité de l'exploitation, c'est qu'elle est quand même relativement morcelée, puisqu'il y a 3 sites principaux. Là où est le siège d'exploitation, le bâtiment qui regroupe à peu près 40% de la surface, avec des pâtures et des prés de fauche. Un autre îlot avec à peu près aussi pareil 40%, avec aussi près de fauche et pâtures, et puis une autre pâture d'un seul bloc qu'on exploite à 3 exploitants où on met les génisses de 18 mois, qui fait au total 160 hectares et sur lequel on met 40 génisses de 18 mois. Les prés de fauche sont très morcelés, puisque donc je suis autonome en foin, il y a 50 parcelles pour faire à peu près 400 boules de foin, donc avec des parcelles qui sont relativement pentues. Je suis autonome en foin, je fais les foins individuellement, tout seul. Je ne fais pas intervenir les entreprises parce que c'est assez contraignant au niveau du parcellaire. Donc c'est quasiment que de la prairie naturelle, évidemment. Quelques luzernes, j'ai 2 hectares de luzerne. Je ne cherche pas à travailler le sol parce qu'il est très caillouteux. Alors la particularité quand même du coin, c'est que c'est justement très caillouteux, c'est un sol granitique, très séchant, avec une influence méditerranéenne relativement forte, exposée, pas mal de surfaces exposées plein sud. Donc pour donner un exemple, la proratisation des surfaces de 360 hectares, je suis passé à 230 après proratisation. Donc on peut considérer qu'il y a 130 hectares de broussailles et de cailloux. Tout est clôturé avec du barbelé, du fait de la contrainte du relief et surtout des écobuages qui font que de toute façon la clôture électrique ça serait un peu compliqué, puisque pour entretenir ces surfaces on pratique l'écobuage en période hivernale. Et puis quand même ce qu'il faut dire, c'est que ce qui m'anime, c'est d'abord la passion pour la race aubrac et la sélection. Donc le cheptel est en sélection depuis le début, puisque j'ai été même au bureau de l'Union Aubrac. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de situation familiale? J'ai 3 enfants, 3 garçons, et je travaille seul sur l'exploitation, enfin plus ou moins seul, occasionnellement, service de remplacement, et puis j'envisage quand même de salarier une personne. Et à quoi elle ressemble la ressource en arbre aujourd'hui si on regarde ta ferme? Alors par rapport aux arbres, donc effectivement, il y a toujours eu traditionnellement du frêne sur l'exploitation,
qui étaient exploités parce que c'est quand même un pays qui est relativement pauvre et la pression fourragère, enfin pastorale, était quand même relativement forte, donc tout était valorisé. Et en fait, donc il y a toujours eu des frênes qui ont toujours été émondés, des frênes têtards. C'est surtout le frêne ici, le frêne et le chêne traditionnellement. Le chêne, on le fait plus. C'était plutôt pour les brebis. Il y en a quand même pas mal, j'ai jamais compté, mais sur l'exploitation, je sais pas, je peux évaluer à peut-être 400 arbres, peut-être plus. Qui ont tendance à pousser parce que justement il n'y a plus de chèvres sur l'exploitation et c'était les chèvres quand même le facteur limitant pour l'implantation du frêne. Donc le frêne a tendance un peu à exploser un peu partout. Donc on en retrouve beaucoup au bord des prés de fauche, c'est surtout là qu'on les émonde. Après il y en a quelques-uns qui sont isolés dans les pâtures, dans certaines pâtures, pas partout. Les prés de fauche c'est pareil, il y en a pas, c'est plutôt dans les parties proches des vallées, proches des ruisseaux qu'il y a du frêne. Ou les parties abritées où il y a moins de vent, qui sont moins soumis aux contraintes climatiques. Donc ces frênes-là, donc, ils ont toujours été émondés. Après, au début, moi, j'avais pas encore retapé ma maison avec le projet de chaufferie à bois déchiqueté. Mais je trouvais quand même un peu dommage de... au début, on les brûlait, les branches, on faisait des temps, on les brûlait ou on les laissait dans un coin. Je trouvais ça quand même assez dommage, après d'aller passer du temps à ramasser du bois pour se chauffer. Je me disais, mais quand même, il faudrait pouvoir le valoriser. Donc, de fil en aiguille, quand on a retapé la maison, on a fait une chaufferie bois déchiqueté, et puis j'ai commencé à récupérer ces branches. Sachant que, je craignais que ce ne soit pas suffisant en volume, parce que c'est pas régulier en fait, ça dépend des années. Et les années quand même, qui sont relativement pluvieuses, j'en fais moins, les années très sèches, j'en fais quand même pas mal. Pour titre d'exemple, je sais plus, en 2020, je crois, ou 2021, j'ai dû élaguer au moins 70 frênes. Ça fait quand même pas mal de travail déjà d'élagage et puis de travail pour ramasser les branches. Sachant que c'est morcelé, hein, c'est des arbres isolés, plus ou moins isolés. Enfin, il y a des endroits où il y a des haies, mais c'est plutôt des arbres isolés. Et donc ce bois, à l'origine, on valorisait les parties les plus grosses des branches et puis le reste, donc, on le jetait. Donc là maintenant, je le valorise beaucoup mieux, soit pour le chauffage, soit pour la litière dans le bâtiment, même si les vaches sont entravées, mais j'ai une partie en stabulation. Ou bien je m'en sers aussi pour amender les sols en fait, parce que j'ai du fumier qui est trop liquide, il n'y a pas assez de paille. On achète la paille ici, on ne fait pas de céréales, enfin, on fait très peu de culture en fait. Moi c'était une ressource que je cherchais à valoriser, et puis je voyais bien que comment dire, c'est un pays qui reste quand même relativement pauvre et toutes les ressources peuvent être intéressantes. Du coup, cette taille, elle s'effectue à quel moment de l'année, ces tailles d'entretien sur le frêne? Alors la taille du frêne, on l'a fait donc... moi l'idée c'est de combiner justement l'idée de ramasser les branches et l'affouragement pour les animaux. Donc évidemment il faut le faire quand les feuilles sont là. Donc en fait, la période sèche en général c'est le mois d'août. Hein, il faut qu'on ait fini les foins parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et puis surtout quand les animaux sont, on va dire... habitués à la feuille, il faut quand même aller assez régulièrement parce que sinon ils sont pas contents. Donc en fait, en général, j'attaque, on va dire entre le 10 et la fin août, la fin du mois d'août, quoi. Donc en général, je gère mes lots de vaches pour qu'ils soient... donc en général, ça tombe bien parce que comme on a comme partout des problèmes d'eau. Comme le frêne aime bien pousser le long des rivières, les animaux sont en général dans des parcs où il y a de l'eau, ou des rivières, et donc du frêne. Donc en général, j'attaque dans ces parties-là. Et la fréquence, en fait, au niveau de la gestion du cheptel, du troupeau, j'ai pas des très gros de vaches. J'ai entre 6 et 8 vaches par lot. Donc par rapport au problème d'eau notamment. Et du coup, ça me permet, en gros, un arbre fait pour un lot de 6-8 vaches pour chaque jour, en fait. Donc, la fréquence, j'essaye d'y aller tous les jours, tous les 2 jours, parce que quand on se met à faire de la feuille, il y a quand même le reste à faire aussi. Et après, la procédure, elle est toute bête, hein. Je monte à l'arbre, en échelle ou pas, plus ou moins encordé. Bon, là-dessus, si c'était à refaire, si je pouvais faire une formation d'élagueur, je pense que je la ferais, parce que j'ai appris sur le tas, on va dire, hein. Enfin, sur l'arbre plutôt. Et évidemment, il ne faut pas se casser la gueule, sachant que c'est quand même assez dangereux. Il y a le risque de coupure, il y a le risque de se coincer, de se prendre des branches sur la figure.
Et puis, il y a aussi un risque pour les animaux, parce que quand des arbres qui n'ont pas été élagués certains n'ont pas été élagués depuis plus de 20 ans, donc on imagine la taille des branches. Et effectivement, quand ça descend de l'arbre, s'il y a une vache dessous, en général, ça fait mal. Donc on essaye de les faire quand même en sécurité. L'idéal, c'est d'être à deux, avec quelqu'un dessous qui tire les branches à mesure qu'elles tombent, pour que les vaches ne soient pas trop dessous, et puis même pour sécuriser, s'il y a un barbelé, s'il y a une clôture, parce que des fois c'est à la limite de parcelle, donc il y a des clôtures, donc c'est bien de démêler les branches des clôtures. Et puis aussi pour que tous les animaux en aient, il faut quand même répartir un peu les branches au pied de l'arbre. Donc ensuite, j'essaie d'y aller tous les jours ou tous les 2 jours. Après, c'est à l'occasion, parce que, comme je disais, on n'a des fois pas que ça à faire, et notamment au mois d'août, on a de l'eau à charrier aux autres animaux. Donc c'est pas tous les lots d'animaux qui ont accès à la feuille, parce qu'il n'y en a pas partout. Donc c'est surtout sur la partie d'exploitation qui est de l'autre côté de la vallée, là, où j'en fais quand même relativement régulièrement. Et donc ça peut durer, moi je considère que la feuille, c'est jusqu'à ce que la feuille commence à tourner, à jaunir. Donc ça peut durer pendant 2 mois quasiment. Avec, selon le temps, s'il pleut, qu'il y a de l'herbe du regain début septembre, j'en fais moins, mais j'en fais quand même parce que ça préserve le regain. Alors ensuite, des fois, je coupe la feuille avec du foin, parce que comme la feuille c'est quand même très riche en eau, ça a tendance un peu à mettre de la diarrhée sur les vaches. Donc j'ai remarqué qu'avec du foin, c'était mieux. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après les animaux, il n'y a pas besoin de les appeler. Dès que la tronçonneuse démarre, tout le monde en applique. Même, des fois, je m'en sers même pour déplacer les animaux d'un parc à l'autre. Puisque je démarre ma tronçonneuse, je passe devant et elles me suivent. Vraiment, elles sont conditionnées à la tronçonneuse, quoi. Alors, c'est pas sans poser de problème des fois avec les vaches des voisins, si elles sont conditionnées aussi à ça. Ça m'est arrivé une fois de monter sur un arbre, de démarrer la tronçonneuse, et puis plutôt que de voir débarquer mes vaches, c'est celles du voisin qui se sont pointées. Parce que quand il fait vraiment sec, elles adorent la feuille. Et si les clôtures ne sont pas trop en état, elles sautent pour venir sous l'arbre où on élague les branches, évidemment. Et ça, c'est une pratique qui se fait beaucoup encore dans le coin, c'est-à-dire, toi, tu l'as toujours fait naturellement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as repris et que tes voisins ne font pas? Alors, ici, dans la Haute-Vallée, sur le Mont Lozère, ça se pratique quand même encore pas mal. Alors ça dépend un peu des éleveurs, parce que je pense que tout le monde n'a pas la même aisance à monter dans les arbres. Il y a des éleveurs je le comprends, parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant des fois, de monter sur les arbres qui sont très hauts. Donc, et puis selon l'âge des éleveurs aussi, parce que moi je pense que je ne ferai pas ça jusqu'à la fin de ma carrière. D'ailleurs, je prends les devants en élaguant les arbres assez courts, enfin les étêtant, quoi. Mais c'est quand même une pratique qui est relativement utilisée ici dans le coin, quoi, depuis toujours. Toi, tu as toujours fait ça, en fait? Moi, j'ai toujours fait ça, ouais. Mon père le faisait. Alors au début, il faisait ça à la hache, bon, c'est un challenge. Et puis même à l'époque, il séchait carrément les branches pour les donner aux brebis, aux chèvres. C'est un fourrage vraiment de très bonne qualité, pour les conserver l'hiver, quoi. Moi-même, j'en ai fait comme ça, quand on a eu des chèvres angora, on en faisait, et puis pour les lapins aussi. Très facile à faire. Et puis surtout, à l'époque, c'était le seul combustible qu'ils avaient, quoi. Donc moi, je me suis inspiré de ça aussi pour utiliser le bois pour ma chaufferie, quoi. Parce que le frêne, c'est du très bon bois. Donc il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Et la taille, tu parlais d'émonder les arbres. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont trognés avec une boule centrale, ou c'est quoi un peu les différentes techniques de taille? Alors ici, traditionnellement et anciennement, comme le frêne, c'était quand même justement un arbre ressources, fourrage et énergie, il est laissé monter le plus haut possible, donc il y avait vraiment des arbres très très hauts. Tétard avec... alors en Occitan, on appelle ça des peirous, c'est-à-dire il y a l'arbre, le tronc central, et puis il laissait couper les branches à peu près 1 mètre de long, donc petit à petit ça faisait un tétard. Et il pouvait y avoir des arbres qui étaient vraiment très très hauts, qui étaient élagués à la hache, d'ailleurs je ne sais pas comment ils arrivaient à les faire. Et aujourd'hui on essaye moi perso j'essaye de les rendre plus accessibles, parce que je me dis, soit moi j'aurais plus la capacité de le faire, soit peut-être pour les suivants. Donc quand je vois qu'ils sont un peu trop inaccessibles, j'essaye de monter, donc je monte le plus haut possible, et puis je tombe les branches, mais en descendant quand même, je rabats en fait la tête de l'arbre pour qu'il soit moins haut, quoi.
Et j'ai oublié la question de départ. C'était juste sur la manière dont tu tailles entre. Oui, voilà. Mais tu es en train d'y répondre, ouais. Et donc ici, voilà, on n'a pas sur l'aubrac, il y a des zones où ils gardent le, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment, ils taillent un peu la manière des sols, c'est-à-dire ils gardent juste un tronc en fait qui est émondé de toutes les parties, ils gardent que le tronc. Donc ça a plus tendance à faire, comment dire, une boule quoi. Alors qu'ici on garde les branches, ça fait plus de branches, ça fait des arbres plus grands. C'est un peu le défaut. Enfin, ça a l'avantage, toutes ces branches qu'on laisse, on s'en sert pour y monter dessus. Mais ça fait des arbres qui sont beaucoup plus hauts, donc ils sont plus dangereux, quoi. Après, la procédure, en général, on essaye de les élaguer tous les... ça dépend des arbres, mais tous les 5-6 ans, quoi. Après, ça dépend où est placé l'arbre. S'il est au bord de l'eau, il peut pousser très vite. Au bout de 3-4 ans, il peut avoir déjà des branches de 10 cm sans problème. Après, un arbre qui est dans un endroit très séchant, on peut l'élaguer 7-8 ans, quoi. C'est beaucoup moins poussant, quoi. Par contre, la feuille, plus on élague souvent, et meilleur, et plus ils font plus de feuilles, parce qu'évidemment, il y a plus d'espace dans l'arbre pour faire de la feuille. Il y a plus de feuilles, elle est plus appétante quand on les fait souvent. Traditionnellement, ici, ils les faisaient tous les 2-3 ans, et puis chaque année, même, ils montaient à l'arbre pour aller faire tomber les feuilles de l'arbre qui avait été lagué l'an d'avant, ils ne laissaient pas perdre une seule feuille, quoi. Tout était ramassé. Après, on essaye quand même de les faire assez souvent parce que l'arbre de lui-même, il s'élague, enfin, il s'éclaircit tout seul. C'est-à-dire que les branches dominantes qui sont en bout de ces peiros là, en fait, elles dominent les autres et elles font crever les autres. Et en fait, il tombe beaucoup de bois, de branches sèches sous les arbres. Alors quand c'est dans un pré de fauche, ça peut être un peu embêtant parce qu'il faut ramasser tout ça. Donc en les faisant assez souvent, c'est un bon compromis entre la quantité de bois qu'on ramasse et puis la feuille que vont accéder les animaux, quoi. Et ça colle à peu près entre, on va dire, faire une rotation qui respecte ses besoins de taille et en même temps la ressource pour les vaches. Tu arrives à peu près à trouver un équilibre où il y a suffisamment Ouais. à manger pour les vaches et tu reviens pas trop souvent. Bah, de toute façon, c'est assez souple un arbre. Si on ne le fait pas cette année, ben, on le fait l'an d'après. Après, bon, j'essaie quand même de faire attention à ce qu'il y ait une rotation, quoi, sur les arbres. Et puis c'est en fonction des parcs aussi. Une année, par exemple, où il y a une parcelle où il y a peu de frênes, j'essaie d'éviter d'en élaguer une année où il n'y en a pas absolument besoin, c'est-à-dire où les animaux ont quand même accès à de l'herbe. Je le garde plutôt pour une année vraiment sèche, quoi. Mais après, au niveau ressources, c'est quand même relativement important, puisque quand même un lot de vaches. Enfin, en gros, j'ai la moitié de mes vaches qui, pendant 2 mois, pâturent à plus de 50% de la feuille, quoi. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable, surtout que elles sont en fin de lactation, donc c'est une période où justement les veaux, soit elles sont taries, soit elles sont en fin de lactation, donc les veaux ont quand même des besoins. Ça permet, je pense, de prolonger la lactation, et puis c'est quand même appétant. Alors au niveau de l'appétence, selon les animaux, j'ai remarqué qu'il y avait des animaux qui étaient vraiment hyper friands de feuilles, d'autres beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, ils viennent en manger, mais on voit qu'ils ne sont pas spécialement attirés par la feuille. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment accros à la feuille, quoi. Après, on dit que ça a la valeur quasiment 1 kilo de feuille vaut 1 kilo d'orge. Bon, je pense que c'est pas faux parce que c'est beaucoup de l'embe en fait que de la feuille. Par contre, je pense qu'il vaut mieux l'associer à quelque chose de fibreux parce que, comme en même temps elles sont souvent dans des prés où elles mangent du regain, il n'y a pas assez de fibres, quoi. Donc il faudrait l'associer, il faudrait qu'il y ait un râtelier avec de la paille par exemple en permanence, ou moi quand je peux je mets du foin. Et je remarque par rapport aux bouses, les bouses sont beaucoup plus consistantes, quoi. Alors qu'à la feuille vraiment verte là, de la fin août, pas forcément très bon. Et du coup, bon, bah, une fois que tu as distribué la feuille, il te reste ces branches-là. Et tu gères ça quand alors pendant l'hiver? Bah, donc les feuilles, alors on les coupe, donc effectivement les animaux les consomment directement une fois tombés à terre. Sachant que traditionnellement ils ramassaient la feuille, ils leur donnaient, parce qu'ils traisaient les vaches en général. Et donc après les branches, ben, c'est assez souple hein, pour les ramasser, on a tout l'hiver, quoi. Alors moi j'essaye de pas trop laisser accumuler, parce que l'année où j'avais fait 60 frênes, c'est quand même un gros travail de ramasser ces branches. Surtout que c'est pas toujours accessible, il y a des endroits où il faut les tirer pour pouvoir les choper au tracteur. Et donc, alors cette année par exemple, j'ai commencé relativement tôt, vers le 15 août,
Mais je les ramassais quasiment à mesure, parce que pour pas me laisser trop déborder par le travail, et puis parce que j'avais le temps. Donc en fait, pour les récupérer, donc vraiment quand il y a des grosses branches, quand même, je garde le plus gros pour mes parents, un poêle à bois, donc je le récupère pour eux. Je les mets toutes dans le même sens, en fait, une par une, je les chope. Je coupe sommairement les fourches. J'en fais des gros tas de mètre de haut, en gros. Et puis j'ai un grappin en pélican sur mon tracteur, là, qui va très bien pour ça. Et alors si elles sont loin, je les charge dans une remorque benne. Les charger, c'est pas un problème, ça va assez vite. On peut en mettre pas mal, même, dans une remorque. Et puis si c'est pas loin, si c'est ici sur le village, là où je fais le broyage, ben, je les prends au grappin et je vais les vider directement sur un tas. Alors sachant que de bouche en oreille, bon, tout le monde sait que je récupère les branches, donc le voisin il met les siennes aussi. Les paysagistes du coin ils en vident aussi, donc ça finit par faire quand même pas mal de branches. Mais sinon après, oui, on peut le ramasser. Il suffit que ce soit débarrassé quand on prépare les prés, que ce soit pour mettre le fumier, soit au mois de mars, quoi. En général, c'est plus un travail d'hiver, quand même. On fait ça plutôt l'hiver. Et donc après, pour le broyage, comment ça s'organise? Donc après, moi, j'en fais un tas, un gros tas. J'essaye de faire le tas avec les branches alignées pour qu'elles soient facilement accessibles. Et donc, comme pour ma chaudière à bois déchiqueté, je n'ai pas broyé que du frêne. Je broie aussi des fois du pain, enfin essentiellement du pain. Donc je suis le gars qui fait le broyage, c'est un copain maintenant. Je lui dis quand il passe dans le coin de venir me voir. L'an passé, il est venu. Donc j'avais récupéré l'an passé, en plus de mes branches à moi, énormément de branches des voisins. J'en avais fait une vingtaine de remorques bennes. Donc il vient avec c'est un gros camion qui fait 500 chevaux avec un gros grappin. Et puis c'est un gros broyeur, quoi. Hein. Et puis il broie, il va au tas, et puis il broie. Et moi je mets un tas sur place. Je fais un gros tas que je bâche. Je fais de la bâche spéciale pour bâcher la plaquette. Et puis voilà, une fois que c'est broyé, ben, c'est très stable, ça bouge plus. Alors, il vaut mieux les faire, il vaut mieux pas qu'elles soient trop sèches, pour deux raisons. La première, c'est que il vaut mieux qu'elles soient vertes, en fait. Si on les fait vertes, elles fermentent, en fait, ça chauffe, et en chauffant, ça les sèche, un tas. Et la plaquette reste beaucoup plus blanche. Après, si on les laisse trop sécher, ça m'est arrivé une année, j'en avais stocké peut-être pendant 2 ans. Et quand elles ont passé 2 étés, en fait, à se griller au soleil, elles se brisent énormément. Alors d'une part, ça fait énormément de poussière quand on les broie, mais vraiment beaucoup. Et secondo, il y a beaucoup de pertes du coup. Si elles sont humides, si on les broie sèches, ça ne fermente pas, donc elles ont tendance à moisir en fait. Donc il vaut mieux les broyer sèches, c'est mieux. Le broyer vert, tu veux dire? Pardon, oui, vert. Ouais. Donc une fois que tu as cette plaquette, c'est quoi les grosses utilités que tu as sur la ferme? Donc ouais, une fois que la plaquette est faite, ben, donc je la bâche, je la laisse sécher. Il faut 2 mois à peu près de séchage pour qu'elle soit stable, on va dire. Et après, donc moi j'ai plusieurs issues, au moins 2. La première, c'est l'utilisation pour ma chaudière. Donc en fait, j'ai un silo, et puis quand le silo est vide, j'alimente le silo avec... j'ai une petite remorque benne, donc je charge directement au tas, et puis voilà, je le rentre. Et sinon, je m'en sers en litière aussi, donc pour ma petite stabu. Donc en fait, moi, je mets une bonne couche avant de rentrer les vaches au mois de novembre, quoi. Je mets à peu près 10-15 cm de plaquettes. Et dessus, je mets un peu de paille, parce que je trouve que ça évite un peu qu'elles fassent des tas, parce que quand elles se couchent, elles adorent se coucher sur la plaquette, c'est chaud. C'est chaud et c'est souple, et puis c'est tout le temps sec. Et elles ont tendance avec les pattes à faire des gros monticules. Alors en mettant un peu de paille, ça la bloque davantage. Ou de la fougère. Cette année, j'ai essayé avec de la fougère, ça marche très bien. Alors j'ai pas une grande stabu, donc, mais l'avantage c'est que c'est très drainant en fait, puisque l'urine percole à travers, et puis sur terre battue, ben, ça reste sec très longtemps. Et moi je m'en sers notamment pour les parcs de vélage. Je trouve que c'est beaucoup plus sain que la paille au niveau sanitaire. Ensuite, j'en utilise pour mélanger à mon fumier directement, parce que j'ai un fumier qui est très mou, vu qu'il y a des grilles en fait au cul des vaches, et qu'il y a un évacuateur. Donc en fait, la bouse, il y a très peu de paille dedans. Donc en fait, pour amener du carbone et pour que ça pompe les jus, je mets de la plaquette. Et ça marche très bien.
Donc j'y mets celle qui est dans le fumier, j'y mets les bords du tas, le dessous du tas qui est des fois un peu plus humide, ou s'il y a un trou dans la bâche, s'il y a une zone qui est un peu humide, voilà, j'utilise comme ça. Mais donc ça, c'est pas de la plaquette que tu vides des box, c'est de la plaquette que tu rajoutes directement. Je la prends au tas et puis je la mets directement sur mon tas de fumier, ou bien je la mets là où je vide mon tas de fumier, je mets une couche en fait dessous et puis je vide le fumier dessus. Et ça pompe les jus. Et t'es satisfait des résultats que tu vois en termes de compostage? Je suis très satisfait. Alors bon, j'ai fait l'expérience, j'avais essayé d'en apporter directement au sol de la plaquette sur une luzerne là. J'ai pas été super content. Bon après, c'était qu'une expérience, je pense que les conditions... c'était un automne où il faisait relativement sec. En fait, et on l'a mise au sol, peut-être j'en avais trop mis aussi, je sais pas. Et en fait, elle a mis du temps à se dégrader parce qu'elle s'est séchée au départ. Elle n'est pas suffisamment humide, en fait. Et comme ça a tendance à drainer, il faut qu'il pleuve sur une longue période pour qu'elle se réhumecte. Et en fait, elle a mis un peu de temps à se dégrader. Bon, pas énormément non plus, mais une paire d'années, je pense, quand même. Bon, c'est pas gênant, hein, le sol l'a bouffé quand même. Après, mélanger au fumier, ça fait vraiment, moi je vois vraiment une grosse différence, quoi. Que ce soit au niveau de l'odeur, au niveau de la consistance du fumier. Ça pompe les jus, donc je pense qu'il y a moins d'évaporation de tout ce qui est azoté. Donc c'est plus stable. Et puis même pour l'employé, quoi, ça colle pas, c'est beaucoup plus souple. Ouais, moi je trouve que c'est... tellement qu'aujourd'hui, j'utilise tout, je broie tout ce que je peux, quoi. En fait, toutes les broussailles les ronces par exemple, quand je peux aller avec un pélican, avec le grappin, je les arrache et j'en fais un tas. Bon, je les laisse sécher pour être sûr que les racines ne reprennent pas, mais un mois ou deux, ça suffit, un tas. Et après, soit j'en fais un andin, sommairement avec le pélican, j'y passe avec le broyeur de jachère dessus, ou bien, même carrément, une année, j'ai fait broyer au broyeur, que j'en avais un gros tas, et il m'a tout broyé. Et ça fait un très bon compost, en fait. Parce qu'on a quand même des sols ici, on est quand même à altitude, on a des sols qui travaillent peu, parce que c'est des sols... L'hiver, il fait froid, donc il n'y a pas d'activité. Le printemps est très court, donc la matière organique travaille très peu, en fait. Enfin, le sol travaille très peu. L'été, il fait trop sec, il n'y a pas d'eau, donc en fait, de pouvoir amener comme ça de la matière organique qui a déjà un peu travaillé, ça stabilise les sols. Je trouve que ça retient l'eau, parce que le carbone, en fait, la plaquette en elle-même, c'est une mini éponge, en fait. Donc quand elle est chargée en eau, ça ne se sèche pas facilement. Donc moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages, quoi. C'est quand même bien. Puis bon, c'est toujours pareil, ma philosophie, ça a toujours été de valoriser ce qui était sur l'exploitation. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faucher des fougères, hein, parce que alors ça peut prétendre un peu à... Bon, le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes accessibles, parce qu'il y a des rochers et de la panne. Mais là, j'ai fait l'expérience cette année, j'ai ramassé, je sais pas, 4 tonnes en 2 journées, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. Il m'aurait fait chercher de la paille chez le marchand de paille, j'aurais mis autant de temps, quoi. Et puis je trouve que ça se dégrade très bien aussi, donc ça fait un très bon compost. Voilà. Donc c'est une ressource qui est intéressante. Et puis ça permet, c'est aussi une expérience, parce que je voulais voir les fougères, plutôt traditionnellement on les fait brûler ici. Je trouve que c'est pas très bon, parce que ça chauffe le sol, et puis... mais le fait de les faucher, en fait, ça amène de la lumière. Je les ai fauchés très tôt, début septembre. Du coup, l'herbe, il y a quand même de l'herbe au pied. Elle a pris le soleil, et comme il avait plu, les vaches y ont mangé après, et puis ça permet à l'herbe quand même de refaire des racines. Alors après, à terme, je vais essayer quand même de faire régresser petit à petit la fougère, en tout cas qu'elle soit moins haute, au moins que les animaux puissent y passer plus facilement dedans. Et puis c'est valorisant, parce qu'on a vite fait... voilà, on a vite ramassé de la matière, quoi. Et puis en litière, ça marche très bien, hein. Si on la presse suffisamment sèche, en fait, les animaux, la piétinant, la brisent. Et bon, quand on la met, ça a l'impression que c'est un peu grossier, mais au bout de 2 jours, ça se brise, et ça fait une très bonne litière, il n'y a pas de souci. Pour le moment, on a beaucoup parlé de la valorisation des arbres existants, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de l'aspect ombrage et un petit peu abri pour les animaux. Dans un pays séchant, et puis dans le contexte où on a de plus en plus de canicules,
je me demandais comment est-ce que toi tu vois le rôle de l'arbre dans le futur. Est-ce que finalement ce que tu as aujourd'hui, ça te suffit? Ton souci c'est plutôt juste de bien gérer ça. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin de plus d'arbres ou peut-être même de diversifier les arbres? Comment tu vois le futur un peu de la ferme en rapport à tout ça? Bah, moi là-dessus, je pense l'arbre, il peut amener beaucoup dans le système que j'ai. Il a toujours amené, il est là déjà. Après, moi, le souci que j'ai, c'est plus un problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire que je suis tout seul pour faire ça et c'est quand même un travail déjà assez colossal. Euh, je pense qu'il y aurait un gros potentiel avec l'arbre. Alors, bon, l'arbre, il a plusieurs rôles, je pense. Enfin, un rôle qui est évident, c'est l'ombre, hein, puisque surtout les feuillus, quoi. Ça fait quand même de l'ombre qui est relativement fraîche. Il a un rôle, je pense que la feuille en tombant, elle amende le sol quand même globalement. Elle retient l'eau, effectivement, puisqu'il y a de l'ombre. Et puis, je pense que l'arbre, il a un lien avec le sol qui est très puissant, hein, puisque les racines d'un frêne, c'est assez impressionnant. J'avais un drainage qui s'était bouché dans une parcelle à l'Hermée, là. Les arbres les plus près les frênes étaient à 40-50 mètres. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit les frênes qui bouchaient les drains. Mais si, c'était les racines des frênes qui étaient arrivées jusque-là, quoi, qui avaient bouché carrément les tuyaux de drain. Donc on pourrait imaginer justement que le frêne, les arbres globalement monopolisent tout l'eau. C'est souvent le discours qu'on entend. Moi, ça me paraît assez étonnant parce que quand même en plein été, quand on va dans un sous-bois et au milieu d'un champ de céréales ou de raie gras, après la fauche, lequel est le plus humide, quoi. Il me semble que la forêt est quand même beaucoup plus humide que le champ exposé en plein cagnard. Parce qu'effectivement, il pompe beaucoup d'eau, mais il en restitue aussi énormément. Et puis, je pense qu'au niveau humidité, il amène de l'humidité dans l'air. Donc, il y a le rôle d'abri aussi, hein, parce que c'est pas négligeable, les endroits où les arbres, les frênes sont... Parce que des fois, moi, je les taille pas forcément sous forme d'arbre. Des fois, je coupe au pied, et en fait, l'arbre rejette. Et l'avantage, c'est que les vaches le consomment au fil du temps, quoi, chaque année. Et là, ça fait des très bons abris pour les animaux. Et après... je pense qu'il y a un lien qu'on a du mal peut-être à imaginer, c'est le lien qu'il y a entre le sol, l'arbre et la plante qui pousse au sol. Parce que par ses racines, il décompacte le sol, il va chercher des minéraux quand même vraiment en profondeur. Il les restitue par les feuilles, donc l'arbre il a vraiment sa place dans l'écosystème. Et puis un arbre tétard, c'est quand même un écosystème en lui-même, quoi. On voit énormément de vie, hein, sur ces arbres. Alors après, à l'avenir, par rapport à l'arbre, moi, si je devais travailler, j'essayerais de le rendre plus mécanisable, c'est-à-dire de faire des alignements d'arbres peut-être relativement serrés, et puis d'essayer de le faucher à la fauche, ou avec un système de lame, genre répareuse, mais de l'exploiter de façon plus rationnelle. Parce que c'est quand même assez remarquable la productivité que ça peut avoir. Et puis ça produit avec rien du tout, quoi, puisqu'un arbre, c'est un système racinaire quand même hyper puissant. Donc ça produit pour pas cher, quoi. Mais le problème, c'est de rendre mécanisable cette partie-là. Alors après, ça reste quand même marginal. Donc je pense que si ça se faisait à grande échelle, je pense qu'il existerait des machines pour ramasser les branches sans problème. Et ensuite, il y aurait sûrement une grosse réflexion à mener par rapport aux essences sur lesquelles on pourrait travailler. Je sais que le mûrier, par exemple, se prête très bien à la pâture, voire même à la fauche. Ça, si t'es dans une deuxième vie ou si j'arrive à avoir assez de temps, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer, travailler avec du mûrier. Je pense qu'il y a du potentiel avec ça. Après, c'est toujours problématique ici parce qu'on a quand même des parcelles qui sont relativement peu mécanisables. Donc, mais bon, pourquoi pas concilier la culture d'arbres avec des fourragères. Pourquoi pas, il y aurait sûrement quelque chose à faire avec ça, quoi. Mais ça nécessiterait d'implanter des nouveaux linéaires conçus pour ça, quoi. Enfin, c'est difficile de l'imaginer sur ce qui existe aujourd'hui. Sur l'existant, sur les arbres, c'est inimaginable, puisqu'on a encore que aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a. J'ai vu sur un salon une machine pour élaguer les arbres sans y monter dessus. Moi, je pense qu'il y aurait moyen, parce que il y a quand même un gros souci, c'est la dangerosité de l'élagage, hein, parce que sur des arbres qui sont relativement hauts, c'est
très dangereux. Je pense qu'il y aurait moyen aujourd'hui d'adapter, genre avec des robots, hein, tout simplement. Hein. On peut imaginer un robot qui monterait à l'arbre avec une lame qui élague les bouts. Je pense que ça serait facilement faisable. Hein. Il y avait des aspirateurs automatiques qui nettoient les maisons. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème comment dire, de demande en fait de ce type d'appareil, parce que s'il y a que quelques personnes qui font de l'élagage, après il y a des télescopiques quand c'est accessible, et puis sinon il faut se former à des techniques d'élagage. Après, être dans les arbres, moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore, hein. Quand je suis dans un arbre, j'adore ça. Donc c'est super intéressant. Après, au niveau technique, purement technique, il y a quand même des choses à savoir, hein. Notamment quand il y a du vent, il faut faire très attention. Encore, si le vent est régulier, c'est pas forcément problématique. Il faut faire super gaffe quand les arbres sont mouillés, c'est très très glissant. Et puis il faut faire gaffe aussi à la façon dont on entaille les branches pour qu'elles basculent et qu'elles ne tombent pas debout. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, une très grosse branche m'est tombée sur le pied debout parce que j'étais trop pressé en fait. C'est vraiment pas quelque chose à faire quand on est pressé. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut faire gaffe aussi à connaître l'état du bois, parce que il faut savoir qu'un frêne, s'il n'a pas été élagué de très longtemps, il est très cassant. Donc il faut faire très attention à ça, quoi. Ça, on l'apprend avec l'expérience, hein, mais pas trop droit à l'erreur quand même. Voilà. Et aujourd'hui, la densité existante, quelque part, elle suffit pour répondre aux objectifs de la ferme en termes de feuilles, en termes d'abri. Est-ce que toi, tu penses qu'avec le changement climatique, il va falloir avoir plus d'arbres, ou finalement, est-ce que tu te dis que de toute façon, la main-d'œuvre limite et que c'est ça le facteur limitant? Je veux dire, comment tu vois un peu toutes ces possibilités? Bah, moi, je pense qu'à l'avenir, oui, il faudrait pouvoir implanter plus d'arbres. Alors, bon, on est toujours dans le même dilemme, c'est-à-dire avec moins d'eau, comment faire pousser plus d'arbres. Après, il faut pas non plus. L'arbre, il faut faire attention parce que le frêne, il a quand même une vitalité. Si on perd pied, c'est-à-dire qu'on les entretient plus, on est vite dépassé, on se retrouve vite dans un taillis ou dans une forêt, quoi. Euh, donc, moi, personnellement, je ne veux pas aller planter des frênes parce que j'en ai déjà vraiment assez avec ce que j'ai. Après, s'il y avait un projet à l'avenir, je pense que il faudrait mener une réflexion là-dessus et puis soit en planter, soit mieux entretenir ce qu'il y a, soit essayer de nouvelles formes de taille, effectivement, euh, de les travailler en fait. Mais moi personnellement, je ne vais pas planter des frênes, je vais planter d'autres arbres, des fruitiers notamment. Mais je pense qu'effectivement, l'arbre, c'est une des solutions. Il n'y a pas une solution miracle pour le réchauffement climatique, mais la ressource de l'arbre, je pense qu'on ne peut pas trop y échapper. Alors, jusque-là, on ne voit pas trop de frênes mourir de la sécheresse. On en voit quand même quelques-uns. Assez peu. Par rapport aux hêtres, par exemple. Des hêtres, on voit des pans entiers de montagne où les hêtres sont morts. Le frêne, il a quand même un système racinaire très puissant. Donc, il est moins fragile là-dessus. Mais bon, puis il y a la menace d'une maladie, hein, parce que les arbres affaiblis par la sécheresse, ils sont beaucoup plus sensibles aux maladies, globalement. Voilà, puis après, il faudrait peut-être, je sais pas, il y a peut-être un travail de sélection aussi à mener avec la feuille, quoi. Hein. Et le châtaignier, qui est un peu plus bas pour le moment, est-ce que tu le vois comme un arbre d'avenir? Le châtaignier, oui. Après, le châtaignier, bon, le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a le problème de l'encre et du chancre, et du cynips. Alors le cynips, ça a l'air de s'estomper un peu. Ouais, là, le châtaignier, je pense qu'il serait bien adapté ici, en zone, enfin, en exposition assez chaude, parce que même si on est à 1000 mètres, c'est indéniable que. Avant, c'était inimaginable. Aujourd'hui, je pense que c'est jouable, hein, du châtaignier. Produire châtaigne et mondage, une partie de branche. Bon, après, c'est un gros travail quand même. Hein. Moi je fais ça parce que j'ai la volonté et la conviction de le faire, et parce que voilà, j'ai toujours vu faire. Après, sur le plan économique, ça tient la route si on veut dans une globalité. C'est-à-dire, si on prend à la lettre le temps qu'on passe à élaguer un arbre, à ramasser les branches et qu'on voit le volume de bois rendu, c'est sûr que si on s'arrête, il ne faut pas embaucher quelqu'un pour faire ça, c'est évident. Après, dans un système global de production, je pense que ça a vraiment son sens. C'est pas quelque chose qu'on peut chiffrer avec une calculatrice, mais
Puis il y a quand même quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est l'entretien, et puis le côté patrimoine et paysager moi je trouve qu'un frêne, un pré où les frênes sont entretenus, c'est beau, quoi, parce que bon, en général, que la personne qui entretient les frênes, il entretient aussi le pré, quoi, il ne va pas laisser... Donc c'est un paysage pastoral comme moi je les aime. Parce qu'un frêne pas élagué, il devient gigantesque, il a des grosses branches, il finit par crever, le dessous il pousse plus d'herbe, bon, ça a sa place aussi, c'est un écosystème particulier, mais bon, moi je préfère avoir des arbres élagués, sachant que bon, je suis assez sensible au niveau, je suis assez naturaliste et je sais que le frêne tétard attire beaucoup d'espèces, le torcol fourmilier, enfin, il y a plein d'oiseaux qui sont, les pics sont très, ou même les oiseaux nocturnes, parce qu'il y a des cavités dans ces arbres, forcément, les chauves-souris, évidemment, et puis tous les insectes xylophages, enfin voilà. Je pense que c'est vraiment intéressant comme écosystème. Mais en t'écoutant, moi, il me semble que la difficulté principale, c'est que tout ça, c'est du travail, c'est de la gestion, c'est des compétences, et quelque part, le climat global des fermes, c'est de moins en moins d'actifs, donc des fermes de plus en plus grosses, de plus en plus mécanisées. Ouais. Et il est là le nerf de la guerre, hein. J'ai l'impression que c'est ça qui pose le plus de difficultés Ouais. dans le système. Ouais, mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Si on a la conviction que les choses doivent être faites dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire. De toute façon, c'est évident que si on voulait le rendre rentable, comme je disais, avec une calculatrice, effectivement, il faudrait trouver des pistes pour le rendre plus mécanisable, pour que ce soit plus facilement et moins dangereusement faisable. Mais ça n'empêche pas de s'inspirer de ce qui est et d'essayer d'en tirer des leçons, quoi, d'en tirer en tout cas une expérience. Et non, là, pour moi, la voie de l'arbre dans l'agriculture, la place de l'arbre dans l'agriculture, pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'en est peut-être pas encore tout à fait là. On ne sait pas comment le climat va évoluer. Je pense qu'on va revenir on sera peut-être obligé de revenir à des pratiques plus proches des systèmes anciens, quoi, en tout cas. Quel est le sens d'aller acheter du fourrage à l'autre bout de la France en période de sécheresse alors qu'on a des arbres devant soi qui potentiellement peuvent produire du fourrage justement et de l'énergie en plus. C'est bien ce qui manque à l'agriculture, du fourrage et de l'énergie. Non, le problème effectivement c'est la main d'œuvre. Il faudrait, au niveau de la politique agricole, il faudrait plus de main d'œuvre sur l'exploitation, c'est évident, et plus de savoir-faire. Moi, je pense qu'au niveau du parc, je suis à la commission agricole du parc. Je pense qu'on va essayer de travailler en fait. Comme le problème c'est les mondages, il y a beaucoup les agriculteurs vieillissent, ils n'ont pas forcément la relève. Moi j'aurais eu l'idée juste de financer une équipe d'élagage en fait qui passerait de ferme en ferme et qui élaguerait les arbres, quoi. Pourquoi pas, ça créerait de l'emploi et je pense que tout le monde y serait gagnant. Bon après je sais qu'aujourd'hui tous ces trucs là tout le monde n'y adhère pas ou n'a pas l'énergie de le mettre en place, mais je pense qu'il faudrait aller dans ce sens là, quoi. Le monde rural, il peut être source d'une quantité colossale d'emplois. On le sait depuis toujours. Le potentiel, il est énorme. Après, c'est pas toujours évident à mettre en place. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet que vous avez créé à plusieurs agriculteurs autour de la bûchette et de la valorisation du bois de cette manière-là? Ouais, alors ça, c'est un projet que moi, j'avais toujours plus ou moins eu. Parce que quand je me suis mis à avoir la réflexion par rapport à la valorisation du bois, je me suis mis quand même, il y a un potentiel avec ça. Et donc à la suite d'une journée d'ECUMA, en fait, de la thématique sur le bois, une réflexion est née en fait entre les agriculteurs du coin pour savoir qui serait intéressé pour valoriser justement le bois qui était sur l'exploitation. Donc ça a débouché sur un groupe de 12 personnes qui en a travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec le pôle de Florac. Et donc on a monté une association, et puis après de nombreuses réflexions, parce que c'est quand même... on connaissait rien évidemment, et puis quoi produire, quelle est notre ressource, comment le valoriser, quelle filière mettre en place
pour le valoriser, justement. Donc après de multiples réflexions, on a monté une association et dans le but en fait de vendre donc effectivement du bois, sous 3 formes essentiellement, soit bois bûche en filet, soit bois d'allumage bûchette en filet aussi, soit de la plaquette de forestière. Donc l'idée de départ c'était plutôt de valoriser du châtaignier, puisque sur le groupe de 12, il y a au moins 7-8 personnes qui sont vraiment dans la zone châtaignier. Le problème du châtaignier, c'est qu'en combustion directe, c'est que ça pète, ça fait des étincelles, donc c'est pas l'idéal pour faire du bois de cheminée. Mais bon, on a quand même lancé le projet, on a eu on a été bien aidé par des financeurs. Et en fait, le projet a vu le jour. Donc on a prospecté, notre idée c'était de valoriser quand même localement, évidemment. Donc on a prospecté d'abord le département, et puis le département limitrophe du Gard, notamment, puisque au niveau proximité c'était le plus adapté. Et puis la production a commencé, donc avec comme investissement une machine à bûchette, un broyeur, une scie, une remorque aussi pour déplacer les outils. Donc en fait le fonctionnement c'était que chacun faisait son bois chez soi et puis les machines tournaient, il y a un planning en fait. Donc pour une production, donc on commercialise sous forme de palettes de sacs. Dans les grandes surfaces, les coopératives ou les jardineries ou les magasins de bricolage aussi, enfin tous les gens qui vendent de ce type de produits. Alors le souci qu'on a pu assez vite rencontrer, c'était au niveau temps de travail pour réaliser ces conditionnements-là, parce que c'est très gourmand en temps en fait. Il faut être très méticuleux sur la qualité du bois, notamment, utilisé. Par exemple pour le bois bûchette, il faut du bois sans nœud, d'un certain diamètre, qui soit relativement sec. Donc il faut avoir des capacités pour le stocker, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas tout à fait bien anticipé au départ. Ensuite il faut que ça se garde dans le temps. On a eu des soucis aussi avec les rongeurs qui venaient sur les filets, qui mangeaient les ficelles, les liens en fait des sacs. Et puis au fil du temps en fait on s'est rendu compte qu'avec l'éclatement on était loin les uns des autres et que c'était compliqué de créer une dynamique de groupe. Alors là, aujourd'hui, là, il y a toujours de la production qui est faite. Là, on va réfléchir, je pense, à mieux organiser, voir comment mieux nous organiser pour être plus efficace au niveau du conditionnement, en fait. Je pense qu'on va plus partir vers des journées communes. Enfin bon, je ne peux pas en parler à l'avance puisqu'on n'a pas encore planifié tout ça, mais par contre, moi, ce que j'ai... Donc, au niveau commercial, on n'arrive pas à produire, en fait, la demande. Ensuite, il y a eu aussi des événements au sein de chaque exploitation qui ont fait qu'il y a eu des baisses de main-d'œuvre. Moi, personnellement, j'avais des salariés que je n'ai plus. Après, il y a eu d'autres événements plus personnels sur d'autres exploitations. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est la dynamique de ce groupe, où on a été 12 du début jusqu'à la fin. Puis on a vraiment prospecté on a passé beaucoup de questionnements en revue, le conditionnement, les filières de production, la façon de travailler le bois, les machines, enfin, c'était vraiment très intéressant. Et ça reste quand même une très belle expérience, même si, à l'heure actuelle, au niveau production, en tout cas chez moi, parce qu'il y en a quand même qui produisent assez bien, moi aujourd'hui l'exploitation a évolué, j'ai plus tellement les conditions pour arriver à produire correctement, quoi. Voilà. Mais ça reste une expérience quand même qui est très, très belle, très enrichissante en tout cas. Eh bien, merci beaucoup Thierry d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous, c'était super intéressant. Moi aussi, toujours intéressant de partager son expérience. Et puis on verra la suite. Grand avenir à l'arbre, j'espère, hein, parce que moi je vais aller planter des arbres d'ailleurs demain.
Mais non, mais je pense que vraiment que l'arbre a vraiment sa place en agriculture. On l'a un peu oublié, mais il a toujours été très utilisé, quoi. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!